Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder un panorama des monnaies qui existent actuellement. Avant de dire qu'est-ce que la monnaie libre, déjà, qu'est-ce qu'elle n'est pas, parce qu'on a tendance à la confondre avec d'autres monnaies. Alors, dans les types de monnaies qui existent, il y a 4 grandes catégories, on va dire. La catégorie qui est tout à gauche dans le tableau, qui sont les monnaies fiat. Donc fiat, ça vient du latin « qu'il soit fait », c'est-à-dire que ce sont des monnaies qui sont décrétées par une autorité étatique. Donc on peut dire les monnaies fiat, ce sont les monnaies étatiques, celles qu'on connaît le plus, qu'on utilise jusqu'à présent le plus, l'euro, le dollar. Et leur caractéristique, c'est que ce sont des monnaies dont la création est centralisée par une banque gouvernementale et elles sont spéculatives. Donc le système dans lequel nous vivons, il est basé sur des monnaies fiat. Ensuite, on a des monnaies locales complémentaires qui se sont développées depuis le début de ce siècle, qui promeuvent un peu plus d'éthique dans l'économie parce qu'elles visent à ce que la monnaie, elle permette le développement local et qu'elle reste localement, elles sont non spéculatives. Mais leur création reste centralisée, c'est-à-dire que, alors vous connaissez peut-être des monnaies locales, en région parisienne c'est la pêche il me semble, dans le sud il y a l'abeille, en Bretagne il y en a plusieurs, il y a le pèse, voilà. Ces monnaies en général elles sont créées par une association, donc déjà il y a une création qui est centralisée, c'est pas chaque citoyen qui crée lui-même la monnaie, c'est une entité qui est généralement une association. Et comment on acquiert ces monnaies locales complémentaires? En les achetant avec des euros. Donc on reste dans le système actuel parce que sans euros, pas de monnaie locale complémentaire et on reste dans un système centralisé. Maintenant, l'autre catégorie de monnaie qui rompt avec le système de centralisation, ce sont les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, ce que moi j'appelle les crypto-monnaies non libres, c'est-à-dire comme le Bitcoin, elles ont l'avantage par rapport aux 2 autres monnaies qu'on a vues avant, qui sont les monnaies du système actuel, d'être décentralisées, c'est-à-dire que le Bitcoin, c'est pas une banque qui crée du Bitcoin, c'est une blockchain, c'est-à-dire que du coup la création monétaire, elle est répartie entre les usagers du Bitcoin. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport au système, et ça permet qu'il y ait moins de monopole dans la création monétaire. Donc ça, c'est une bonne chose. En revanche, le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies qui existent, elles sont spéculatives. Et pourquoi je les considère comme non libres? Parce que c'est un peu comme les monnaies locales complémentaires. Pour avoir du Bitcoin, vous ne pouvez pas avoir du Bitcoin comme ça. Aujourd'hui, je veux avoir du Bitcoin. Si vous voulez du Bitcoin, il faut soit l'acheter en quoi? En euros, donc en monnaie non libre. Soit il faut avoir une grosse machine pour créer du Bitcoin, pour être comment on appelle ça, pour miner des blocs, pour faire partie de la blockchain de Bitcoin. Mais pour ça, le Bitcoin, il nécessite des gros programmes, des grosses machines. Donc c'est pas tout le monde avec son ordinateur basique qui va pouvoir devenir un créateur de Bitcoin. Donc le Bitcoin, il n'est pas libre d'accès. Et en plus, il est spéculatif. Et alors enfin, on a la monnaie libre, qui est donc une crypto-monnaie. Donc sa création, elle est décentralisée. On n'est plus dans un monopole comme dans les monnaies fiat et les monnaies complémentaires. En plus de ça, contrairement au Bitcoin et à la plupart des autres crypto-monnaies, elle n'est pas spéculative. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est pour ça qu'on va détailler ensuite pourquoi monnaie libre, c'est parce qu'elle est libre d'accès. Vous n'avez pas besoin, vous pouvez obtenir de la monnaie libre, enfin vous pouvez créer de la monnaie libre sans avoir une énorme machine, sans avoir d'excellentes compétences informatiques ou un matériel super sophistiqué. Et vous pouvez avoir de la monnaie libre sans euros, sans posséder de monnaie non libre. Donc on verra ensuite comment est-ce que ça se passe. Alors vous avez peut-être également entendu parler des systèmes d'échange locaux. Donc par exemple le CEL, le jeu pour jardin d'échange universel. Donc c'est aussi, ce sont des monnaies, mais enfin ce sont des systèmes d'échange qui sont basés plutôt sur le temps. L'unité d'échange, c'est le temps, c'est-à-dire que vous allez échanger des biens et des services sur la base du temps que vous avez consacré à la production de ce bien ou de ce service. Donc on est dans quelque chose qui est quand même différent, c'est pas une création monétaire comme la monnaie libre. Alors, la monnaie libre, elle propose de revoir le système de création monétaire. Ok, mais encore faut-il savoir comment fonctionne la création monétaire aujourd'hui. Est-ce que parmi vous, il y en a qui savent qui crée la monnaie, comment est-ce qu'elle est créée? L'euro.
La dette, les banques. Oui. Voilà, bon, bah, c'est bien, vous savez déjà pas mal de choses, mais ça reste quand même un peu vague. On est d'accord. Alors, déjà... C'est étudié pour, hein. Exactement, exactement. Pour vous déculpabiliser tous de ne pas savoir très bien comment fonctionne la création monétaire, et pour vous rendre compte qu'en finalement 99,9% de la population n'en a aucune idée, je vais juste vous montrer un petit extrait de Anis Lajnef, qui est donc un ancien trader de chez Barclays et de la Société Générale, qui explique d'une part son point de vue donc lui, il a au moins le mérite et la crédibilité d'être quelqu'un qui connaît le système de l'intérieur, qui y a travaillé. Vous allez voir son point de vue sur le système bancaire auquel il a participé pendant des années, et ensuite vous allez voir ce qu'il pense de la connaissance des banquiers, est-ce que les banquiers eux-mêmes connaissent la création monétaire ou pas. Et donc, et où est-ce qu'on retrouve ça dans la vie réelle? C'est le big to fail. C'est-à-dire que plus on prend de risques, et plus on gagne une immunité. Et donc, c'est quoi le big to fail? C'est les banques. Elles peuvent être aussi grosses qu'elles veulent, elles peuvent prendre les risques qu'elles veulent. Au final, elles ne feront jamais faillite. L'État sera toujours là, et la BCE, justement, pour agir comme assureur de dernier recours. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est-à-dire que les pertes, elles sont socialisées, mais les profits, eux, sont privatisés. C'est-à-dire que quand la banque va faire de l'argent, ce sont les traders qui vont toucher des hauts salaires et des bonus, et ce sont les actionnaires qui vont toucher des dividendes. Mais quand ça pète, et que, comme en 2008, qui va avoir affaire à l'austérité, ce sont les fonctionnaires, etc. Et ça, on a beau être trader, on est quand même humain, on le voit, et on trouve ça injuste. On est à l'intérieur du système, on en profite, mais on reste humain quand même et sensible, on sait qu'on en profite, et on sait qu'on trouve ça injuste. Moi, c'est quelque chose, par exemple, j'aurais aimé que ma banque fasse faillite. Juste pour peut-être sortir de force, ou me dire il y a une part de justice, et c'est très bien. J'aurais accepté, et vraiment avec bon cœur. Mais un jour, tu as décidé d'arrêter. Voilà, j'ai décidé d'arrêter en gros en 2012, et j'étais responsable du trading jusqu'en 2016, mais c'est comme si j'avais monté la montagne à vélo, là, comme Jalabert, et après c'était une descente, je faisais plus rien en fait. C'est juste mon expérience, on m'appelait, et je m'occupais beaucoup de ce qu'on appelle les quants, donc l'aspect mathématique, les modèles, etc. Et l'aspect aussi technologique, mais en étant responsable du trading, parce que dès que ça se passait mal, j'allais sur les desks et là je reprenais les manettes. Et en fait, petit à petit, je suis un peu le même parcours que toi, c'est qu'en m'intéressant un peu, en sortant à ce système économique et financier, en fait, en comprenant ce que j'ai cru avoir compris, je me suis dit, ce serait dommage que je garde pour moi. Donc je vais le partager avec mes copains traders qui n'en savent strictement rien. En 2016, sur les 30, 40, 50, je sais pas, personnes que j'ai vues qui travaillent avec moi, peut-être que et c'est celui qui me l'a expliqué, qui sait comment la création monétaire marche. Personne ne sait. Alors nous, on travaille sur les actions, donc on s'en fout un peu d'où vient l'argent, nous, on regarde juste le PNL, mais quand même, c'est hallucinant que 50 personnes à peu près, personne ne savait comment l'argent a été créé. Même pire, j'ai rencontré l'année dernière, comme ça, dans le jardin communal, un ancien de l'ASG aussi, qui a dû toucher 10 millions de bonus. Et je lui ai expliqué la création monétaire, elle n'arrivait pas à me croire. Mais là, on était en 2021 ou 2020, 2021, c'était l'été dernier. Je dis non, même en 2021, comment ça se fait quand on travaille pour un énorme fonds, on gagne 10 millions, on ne sait même pas comment notre outil de travail fonctionne. Et moi, c'était ma honte en 2016. J'avais vraiment eu honte de ne pas savoir comment ça fonctionnait. Mais comme j'ai pas d'égout, je m'en fous, je le dis tout le temps, je le savais pas. Voilà, nous non plus, nous n'avons pas d'ego, nous ne le savions pas. Là, on ne peut pas faire plus officiel, hein. La définition du ministère de l'économie définit la création monétaire ainsi. La création monétaire revêt une importance particulière puisqu'elle détermine la quantité de monnaie en circulation avec des impacts économiques importants, notamment sur l'évolution des prix. La monnaie est aujourd'hui déconnectée des métaux précieux. Elle est majoritairement créée lorsque des banques accordent des crédits. Et on rejoint du coup la réponse, la monnaie est créée à partir de la dette. Cette activité est cependant étroitement encadrée par les banques centrales, garantes de la stabilité monétaire. Donc, ça, c'est la version officielle. Donc les banques centrales, elles, comment est-ce qu'elles régulent concrètement la quantité de monnaie qui est en circulation? Elles fixent des taux directeurs auxquels elles prêtent la monnaie de banque centrale aux banques commerciales, qui sont celles qui nous font des crédits. Et donc plus le taux directeur fixé par les banques centrales il est élevé,
plus les banques commerciales elles répercutent ces taux d'intérêt sur les crédits qu'elles proposent à leurs clients. Et donc si les taux d'intérêt sont élevés, il y a moins de gens qui veulent des crédits, donc il y a moins de monnaie qui circule. Donc en fonction, si on veut plus de monnaie dans l'économie, enfin si la banque centrale elle veut qu'il y ait plus de monnaie dans l'économie, elle baisse les taux directeurs, et si elle veut qu'il y en ait moins, elle les monte. Mais donc ce qu'il faut retenir, c'est la monnaie est créée par les banques commerciales, c'est-à-dire vos banques, BNP, Boursorama, etc., lorsqu'elles accordent des prêts. Donc oui, s'il n'y a pas de crédit, si vous n'empruntez pas d'argent, il n'y a pas de monnaie. C'est quand même un peu bizarre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'actuellement, on est dans un système de monnaie-dette. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Origine et conséquences de la monnaie-dette. Alors, petit retour en arrière, imaginez-vous au XVIe siècle, jusqu'au XVIe siècle, avant qu'il y ait l'expansion du monde connu, c'est-à-dire l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, etc., la monnaie, elle s'était surtout basée sur les métaux précieux. Donc les gens s'échangeaient directement des biens et des services, se rémunéraient avec des pièces d'or ou des pièces d'argent, ce qui voulait dire que la monnaie, elle avait une valeur intrinsèque, parce que si dans votre poche vous aviez de l'or, bah, vous aviez déjà un bien en soi. L'or, il avait une valeur qui s'épuisait pas dans le temps, et vous pouviez, c'était déjà quelque chose en soi. Avec la croissance des échanges, et notamment, mais c'est un des facteurs, le fait qu'il y ait des marchands qui doivent traverser l'Atlantique et donc prendre le risque de rencontrer des pirates, il était plus risqué de faire ces échanges directement en se promenant avec les pièces d'or sur soi. Donc à la fois pour un côté pratique et pour un côté sécurisant, les orfèvres, qui à l'époque étaient donc les artisans des métaux précieux, ont commencé à proposer aux marchands de garder les pièces d'or chez eux, dans leur coffre, et d'échanger les pièces. Enfin, en échange des pièces d'or, ils donnaient aux marchands un certificat de dépôt, dont vous avez un exemple ici. Donc ça, c'est un exemple de papier-monnaie anglais de 1689. Et donc, vous voyez, donc, les goldsmiths, c'était justement les orfèvres de l'époque. Le certificat de dépôt, il était nominatif, et il y avait toute la somme qui était indiquée. Donc là, c'est 10 pounds, 10 shillings, qui était donc déposé chez l'orfèvre dans un coffre en pièces d'or, et en échange, la personne qui avait déposé dans le coffre ces pièces d'or recevait un papier-monnaie. Mais donc, c'est comme ça qu'on en vient à utiliser du papier par praticité. Mais ça n'empêche qu'il y a déjà un pas qui est franchi, même si petite nuance quand même. Les papiers-monnaies, ils datent de bien avant, parce que même dans en Chine, des siècles avant, ils utilisaient le papier-monnaie. Mais l'utilisation qui a amené à notre système actuel, c'est vraiment né à partir de cette époque-là. Et donc c'était des papiers nominatifs. On est passé donc d'une monnaie qui avait une valeur de marchandise en soi, on appelait ça monnaie marchandise, à une monnaie qui est donc des papiers-monnaies, c'est-à-dire que le papier en soi n'avait aucune valeur. C'était juste un certificat comme quoi, à tout moment, vous aviez de l'or dans un coffre et vous pouviez aller le chercher. Mais donc, on en vient à placer, c'est pour ça qu'on parle ensuite de monnaie fiduciaire de fiducia confiance, c'est-à-dire qu'on n'a plus en soi, ce qu'on a dans la poche, le papier, n'a plus de valeur en soi. C'est une promesse qu'on peut l'échanger contre une monnaie marchandise, de l'or ou de l'argent, qui, ça, a de la valeur intrinsèque. Mais donc déjà, il y a quelque chose d'important là, c'est qu'on se promène commence à se promener avec, et à échanger dans l'économie, des papiers qui, en soi, ne valent rien. Les papiers, il va pas... l'or, vous pouvez le fondre, vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez faire quelque chose. Le papier, rien. Donc déjà, on commence à faire confiance dans une monnaie qui est en fait un intermédiaire entre les biens. Et alors, ça c'est juste pour vous montrer comment progressivement ça s'est instauré dans l'économie, le fait d'utiliser des papiers, et finalement les gens ont commencé à s'échanger des papiers monnaie plutôt que des pièces d'or. Les pièces d'or restaient dans les coffres des orfèvres. Mais donc ça c'est des exemples de billets qui étaient, c'est pas des dollars encore, mais c'est des billets
Au départ, je vous avais dit que c'était nominatif et que vous aviez toute la somme. Par exemple, monsieur Untel avait déposé 1000 shillings. Et au fur et à mesure, comme ça s'échangeait bien dans l'économie, ils ont commencé à faire des billets quantitatifs et non nominatifs. Donc là, vous voyez, vous aviez un billet, par exemple, à gauche de 100 dollars in gold coins. Ça veut dire que avec ce billet, vous aviez l'équivalent de 100 pièces d'or dans un coffre. Et à gauche, vous aviez l'équivalent de 50 poids en pièces d'or dans un coffre. Donc on voit un peu l'évolution, mais ça c'était encore des billets qui étaient associés à des pièces d'or. Et pour vous montrer à quel point c'est encore présent dans notre histoire, c'est que ça c'est un billet de 10 pounds actuel, donc, et c'est encore les billets qu'ont les Anglais. Et regardez ce qui est écrit à droite, c'est marqué « I promise to pay the bearer on demand the sum of 10 pounds ». Et ça, c'est encore sur leur billet aujourd'hui. C'est-à-dire, je promets de payer au porteur la somme de 10 pounds. Sauf qu'à l'époque, quand ça avait été écrit, cette phrase, ça voulait dire que le porteur de ce billet pouvait aller à la banque et réclamer 10 pounds équivalent en or. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se posent la question, et je pense qu'il y en a très, très peu, mais il y en a qui ont dû faire l'expérience d'aller voir leur banquier avec cette phrase et de dire donnez-moi l'équivalent en or. Parce que théoriquement, après je ne sais pas comment est la législation, mais théoriquement, tant que c'est encore marqué sur le billet, c'est ce qui devrait se passer. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez ce billet, mais vous n'avez plus d'équivalent en or derrière. Vous n'avez plus que la confiance que ce billet vaut quelque chose et que vous avez intérêt à ce que la valeur de ce billet, elle ne bouge pas trop. Bon, pour en revenir, ça c'était juste un petit saut dans l'histoire pour montrer le lien entre le passé et le présent, mais revenons-en d'abord à nos orfèvres, c'est-à-dire que du coup nos orfèvres d'abord ils proposaient juste un échange, donnez-moi vos pièces d'or, comme ça vous êtes tranquille, en échange je vous donne un certificat de dépôt, et vous avez juste à échanger le certificat de dépôt, quand vous voulez vos pièces d'or, revenez me voir et je vous les donne, moyennant un intérêt pour le service rendu. Mais les orfèvres, comme les gens ils ont pris l'habitude ensuite d'utiliser leur papier-monnaie, que ça leur convenait bien finalement, les orfèvres ils accumulaient de l'or dans leur coffre, parce que les gens ne venaient finalement pas si souvent que ça récupérer des pièces d'or, ils n'en avaient plus tellement besoin, puisque les papiers suffisaient. Donc ils ont commencé à se dire, plutôt que d'avoir des pièces d'or qui dorment, et j'en ai toujours quasiment un stock suffisant pour les donner aux gens qui viennent me les réclamer ponctuellement, et au lieu qu'ils dorment, si je prêtais de l'argent. Je prêtais de l'argent puisque je peux me dire que comme mes pièces d'or elles sont jamais toutes parties d'un coup, et j'aurai toujours des liquidités pour prêter de l'or en fonction des prêts que je fais. Donc ils se sont mis à créer des papiers à partir de rien, parce que le papier en soi, même à l'époque, c'était une ressource qui était relativement facile à fabriquer, et donc ils écrivaient directement, c'est-à-dire que là, et là on va faire un petit exemple, si j'ai des volontaires, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent faire des bénévoles? Dites-vous que vous avez besoin d'emprunter. Donc on est au XVIIe siècle maintenant. Vous êtes un marchand de vin et vous avez besoin d'emprunter de l'argent pour faire votre commerce. Mais vous n'avez pas de pièces d'or à me donner. Là, c'est pas je vous les garde et je vous donne un certificat de dépôt, c'est vous aimeriez bien avoir de la monnaie que vous n'avez pas. Donc moi dans ma petite fabrique à billets là, je vais vous faire des petits papiers. Alors je vais vous donner 250 dollars en pièces d'or, ça vous convient? Alors je vous ai dit 250, mais non en fait c'est 300, carrément 300. Allez, je suis généreux. Donc je vous prête 300. On va dire que vous avez 1 an pour me les rendre, mais il faudra me les rendre avec des intérêts, parce que sinon moi je fais pas ça pour rien. Et les intérêts, vous me les rendrez en pièces d'or, parce que ces papiers pour moi ne valent rien, je les fais quand je veux. Là si vous voulez, je vous refais encore 50 dollars dans ma fabrique, il n'y a aucun souci. Donc moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir des pièces d'or, parce que ça a de la valeur. Voilà. Donc quand vous aurez fini de faire vos échanges, il faudra vous débrouiller pour avoir des pièces d'or. Donc là, parmi vous êtes d'autres personnes dans l'économie, voilà, hop, vous avez des pièces d'or, vous avez aussi quelques billets. Hop. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'à la fin de vos échanges, madame, elle puisse me rendre la somme que je lui ai prêtée en billets et qu'en plus, elle me donne 3 pièces d'or.
Donc là, vous avez, on va dire, un an, une année fictive, donc je sais pas, acheter, vendez, échanger quelques billets avec vos voisins. Donc là, l'économie. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là par rapport à l'économie? Vous êtes toute l'économie. Moi, j'ai besoin d'acheter du raisin pour mon vin. D'accord, mais j'ai pas de raisin, mais j'ai plus de l'or. Mais C'est pas grave, tu dis que tu as une grappe là dans la poche. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire que là, vous pouvez échanger autant que vous voulez, parce que pendant un an, moi, je suis pas là à regarder ce que Je vous vous faites. achète des tonneaux. Des tonneaux, d'accord, je rends de la monnaie. Voilà. Voilà. Et la pièce d'or. Mais concrètement, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai sorti les billets et que je les ai prêtés à madame? C'était des billets qui n'existaient pas dans l'économie, qui ne circulaient pas avant que je les lui donne. Je les ai créés moi dans ma petite boutique à partir de rien, avec un papier, un stylo. Et j'ai alimenté l'économie, c'est-à-dire toutes les sommes qui se dépensent entre vous. Je les ai injectées, voilà, je les ai injectées dans l'économie. Donc j'ai créé de la monnaie et hop, j'ai fait de l'inflation. C'est ça la création monétaire. Il y avait une masse monétaire qui était tous les billets que vous aviez déjà échangés entre vous. Moi, je l'ai fait gonfler parce que j'ai rajouté des billets dedans. Sauf que là, l'année est finie, vous avez fait vos échanges, vous avez utilisé votre prêt et il est l'heure de me rendre les papiers que je vous avais prêtés et les 3 pièces d'or que je vous avais demandé en taux d'intérêt. Donc il va falloir me rendre 200 papier, en papier. J'ai 200 là. Ah bah c'est très bien. Je recompte hein, si vous permettez. C'est bon. J'ai 200 et maintenant je voudrais les intérêts s'il vous plaît. Donc alors qu'est-ce que je fais avec les 200? Là les 200, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? C'était 200 qui étaient dans la masse monétaire globale de tout le monde, qui sortent parce qu'elle me rembourse son prêt. Et puis moi, ils valent rien pour moi, donc soit je les déchire carrément, je m'en fiche, je m'en débarrasse, soit ils vont être prêtés à d'autres. Mais ils ne rentreront dans la masse monétaire de nouveau qu'à partir du moment où je les aurai reprêtés à quelqu'un d'autre. En attendant, pour vous, là concrètement, ils sont partis. Donc pour vous, ça fait de la monnaie en moins qui circule. Et du coup, mes 3 pièces d'or, je veux bien. tu as vendu ton vin. Oui, mais vous m'avez acheté du vin. Voilà. On est gentil. Hein. Sinon, ce sera des sanctions. Mais j'en ai 2. Il m'en faudrait 3. Toi aussi, tu m'as acheté du vin. Et oui, mais je t'ai rendu la monnaie, le papier. T'as acheté des colis. Bah, vous travaillez, vous allez faire des services, vous allez faire des ménages, je ne sais pas quoi, vous allez travailler pour pouvoir gagner une pièce d'or supplémentaire. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, regardez, c'est magique. Les pièces d'or, elles vont bénéficier à qui, du coup? Parce que, À vous. bah voilà, à moi. Donc, elles vont dans mon coffre d'orfèvre. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'est fait de l'argent dans cette histoire, c'est moi. Et puis vous, bah, vous avez eu de l'argent qui a circulé en plus pendant un an. Et puis à la fin du prêt, quand madame m'a remboursé, bah, il y a de l'argent en moins. Voilà, donc ça, ça montre en fait, c'est à partir de ce système-là que l'orfèvre commence à avoir un rôle énorme et monopolistique, parce que du coup, ils peuvent créer de la monnaie, donc créer de l'inflation, augmenter la masse monétaire, plus ou moins selon leur bon vouloir. Et si, par exemple, tout le monde veut rembourser son prêt au même moment, bah, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de monnaie et l'économie s'effondre. Et surtout aussi, si tout le monde veut que je lui aussi rembourse ses pièces d'or au même moment, bah, ça va être embêtant aussi parce que j'aurais prêté plus d'argent que ce que j'avais dans mon coffre. Donc là, pareil, on risque une grosse crise. Et donc, du coup, ça pose problème parce que l'orfèvre se trouve dans une situation où il a un monopole de création monétaire, où il influence l'économie avec des phénomènes d'inflation et de déflation. Et quand justement lui, il a des intérêts et que c'est le seul dont la fortune en fait s'accumule de manière illimitée, si une fois que vous avez moins de masse monétaire, vous avez 2 solutions. Soit vous vous réendettez, vous me réempruntez de l'argent, et du coup ça vous oblige à vous endetter, soit parce qu'en fait vous avez moins de monnaie, donc vous êtes obligé pour la même masse monétaire d'être en compétition les uns avec les autres, vu que la masse monétaire quand les prêts sont remboursés elle se réduit, vous devez être en compétition pour ces billets qui circulent entre vous, et il y en a moins, donc soit vous devez travailler plus,
pour pouvoir offrir plus de services, plus de biens et donc récupérer un peu plus de ces billets, soit vous êtes obligé, si vous manquez de monnaie, de réemprunter. Donc soit vous vous surendettez, soit vous surtravaillez. Enfin, bon, dans tous les cas, vous n'êtes pas vraiment gagnant. Et ça implique un système de croissance et d'endettement continu. Vous consommez moins. Ou vous consommez moins, oui. Ou vous devenez pauvre, oui. Enfin, pousser à l'extrême, pousser à l'extrême, c'est ça, quoi. C'est pas forcément la misère. Oui, mais vous décidez de vous passer de monnaie. Vous décidez d'en avoir moins. Si tu as un crédit remboursé, tu n'auras peut-être pas le choix. Ah, voilà, Avec c'est le ça. système tel qu'il est. Il y a ça aussi. il est là. Et pendant ce temps-là, comme moi j'ai accumulé de la masse monétaire, le problème c'est que je peux orienter l'économie, parce que si je veux que ça, ces pièces d'or, si mon coffre qui se remplit, mon coffre personnel d'orfèvre, je veux que l'économie elle investisse dans la finance ou dans le numérique. Bon, c'était pas le cas à l'époque, mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Comme c'est moi qui ai le plus d'argent, qui ai le monopole, et ben si je veux orienter la société vers plus de numérique, je donne de l'argent, j'insuffle de l'argent dans le numérique plutôt que dans l'éducation par exemple. Donc voilà tous les problèmes que crée ce système dans lequel nous sommes entrés. Et l'utilisation de papier-monnaie a rendu possible une création monétaire quasi infinie, ce qui n'était pas le cas avec les métaux précieux, parce que ce ne sont pas des ressources infinies comme peut l'être un papier-monnaie. Voilà, donc tout ça c'est ce qu'on a vu, c'est les problèmes qui découlent de ce système. Mais du coup, l'or qu'ils avaient, les orfèvres, maintenant il n'y en a plus. Même ça, les banques non plus, non? Non, non, il y a plus de, c'est plus adossé sur C'est l'or. devenu que du virtuel. Oui, alors justement, c'est la transition avec. Ah d'accord. Enfin, il y a deux choses à ne pas confondre. Aujourd'hui, donc, 90% de la monnaie qui circule dans notre économie, c'est de la monnaie dette, c'est-à-dire que c'est de la monnaie qui existe parce qu'il y a eu des crédits. Donc, c'est de la monnaie qui a été créée suite à des emprunts. Voilà, c'est de la monnaie créée par les banques commerciales parce que des gens ont fait des crédits. C'est 90% de la monnaie qui circule actuellement, c'est ça. Les 10% qui restent, pour ceux qui auraient des questions, mais là ça devient un peu technique, mais les 10% qui restent, c'est des monnaies, c'est de la monnaie qui est créée par les banques centrales, donc là pas par la BNP, etc., mais par les banques centrales, quand elles rachètent par exemple le déficit de l'État. Par exemple, des fois vous avez peut-être entendu l'expression faire marcher la planche à billets. C'est quand en gros l'État il y a un déficit. Et pour réduire ce déficit, la banque, elle dit juste, alors maintenant, elle ne crée pas des billets, mais dans sa ligne de compte, par exemple, si l'État il a besoin de rajouter 3 zéros pour être plus à l'aise dans ses comptes, et ben la banque, voilà, elle trafique les chiffres, c'est comme si elle produisait de l'argent pour le donner à l'État, sauf qu'en gros, c'est numériquement que ça se fait. Mais donc, quand elle rachète du déficit public, c'est de la création monétaire. Mais ça ne concerne que 10% de l'économie. Les 90%, c'est quand les gens font un prêt à la banque et que la banque, du coup, elle fait le même système que ce que on vient d'illustrer avec l'orfèvre. C'est pour ça qu'on est dans un système de monnaie. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Pas encore, mais du coup, il y a un truc qui me vient, c'est puisque c'est les déficits de l'État, c'est presque comme si... Ah non, elle ne lui fait pas crédit à l'État. Quand elle renfoule la planche à billets, il n'y a pas de crédit là. Non, c'est de la création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. De la même manière que l'orfèvre créait des papiers pour prêter à madame. Non, moi ma question c'était par rapport à l'or réel, qu'est-ce qui devient dans cette histoire? Ah bah là, maintenant c'est déconnecté, il n'y a plus d'or. Alors il y a eu Bretton Woods a eu un grand rôle dans cette. Ceux qui veulent l'histoire, vous vous renseignerez sur Bretton Woods qui a eu un lien. Enfin, c'est depuis là que l'or est déconnecté, en tout cas en Europe, je crois, mais parce qu'il y avait que les États-Unis c'était les derniers à avoir leur monnaie adossée sur l'or, et nous on était adossés sur le dollar. Voilà. Mais bon, là ça rentre dans des détails. On a que quand je ne même maîtrise plus, pas. c'est plus la même parité. Avant, effectivement, comme vous disiez, c'est un billet de 10 francs, ça correspondait à la même quantité en valeur d'or. Mais il y en a toujours. Les Chinois achetaient des. Alors, je ne sais pas combien de milliers de tonnes d'or. Ouais. Parce que les Chinois, ils sont pas. Et ils veulent du solide. Il y en a à la Banque de France, mais beaucoup moins, effectivement, mais il y en a toujours. Oui, C'est oui, il y en a des, il y a c'est des plus la réserves. parité. mais- Maintenant, si vous allez avec vos billets demander de l'argent, en or, on vous donnera, je ne sais pas si on peut d'ailleurs, très très peu par rapport. Vous voyez, si vous avez 1000 euros, ils vont dire ah bah non, on les a pas, on n'a que 10%. En équivalent or, mais il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, parce que nous, on en a quand même acheté. Vous allez dans un endroit, vous donnez des sous, on vous donne des. Oui, mais c'est pas adossé aux euros. Non, c'est pas adossé. Mais il y en a quand même. Mais malheureusement, ça a fondu. Mais si
les Chinois en ont acheté des milliers de tonnes, les Américains doivent en avoir aussi, mais en France aussi, mais ça. Mais même en Amérique, Ça peut c'est plus pas garantir d'aussi. leur Juste, monnaie. je voudrais, enfin, on reprendra éventuellement pendant la partie questions-réponses, mais je voudrais poursuivre pour pas trop déstructurer la présentation. Donc, l'objectif, je pense que là, on est d'accord pour dire qu'un système de monnaie dette, c'est pas forcément le mieux. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ce système de monnaie dette? Et ben, c'est ce que propose la monnaie libre, la June. Alors, c'est pas une réflexion qui date d'aujourd'hui. Refonder la création monétaire, c'est une réflexion qui est au cœur, puisqu'on parle beaucoup des États-Unis avec toute cette histoire, notamment donc la question de l'indépendance et de la création monétaire. C'est au cœur de l'histoire américaine depuis la guerre d'indépendance. Et là, je vais vous lire juste un petit passage de Thomas Jefferson, donc, qui était le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance des États-Unis et le 3e président des États-Unis. Donc il a dit ça entre 1743 et 1826. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que les banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession. Vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux. Pour ceux qui connaissent la référence. D'abord par l'inflation, ensuite par la récession, jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront sans maison et sans toit sur la terre que leurs parents ont conquis. Or, la Federal Reserve, donc la Banque centrale américaine, est une banque totalement indépendante du pouvoir politique, c'est une banque privée, donc il avait vu juste sur ce point-là, et c'est justement, il y a des présidents, donc Andrew Jackson, Lincoln, je ne suis pas trop sûre de son rôle, mais JF Kennedy aussi, il y a eu quand même plusieurs grands hommes de l'histoire des États-Unis qui se sont battus de manière plus ou moins frontale contre la Federal Reserve. Le dernier en date, donc JF Kennedy, qui a quand même plutôt mal fini. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une réflexion qui est au cœur de l'histoire et qui ne date pas d'aujourd'hui. Et ensuite, donc, parmi ceux qui ont réfléchi à des solutions, il y a eu Silvio Gesell, un économiste allemand, me semble-t-il, qui a rédigé l'ordre économique naturel en 1916, et c'est une théorie de monnaie fondante, c'est-à-dire une monnaie qui se déprécie à intervalles fixes, c'est-à-dire que la valeur, elle décroît avec le temps. Bon, c'est une théorie économique mathématique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été mise en pratique dans les années 30 en Autriche, dans la petite ville de Wörgl. Pour ceux qui peut-être en ont entendu parler, ça s'appelle l'expérience de Wörgl ou la monnaie miraculeuse. Et il y a un téléfilm dont vous aurez le lien dans la présentation. Et en fait, c'est pendant la crise de 29, donc grosse crise économique, cette petite municipalité, le maire a décidé de créer sa propre monnaie pour essayer de se faire un rempart à la crise globale. Et en mettant en pratique la théorie de l'ordre économique naturel de Silvio Gesell et de cette fameuse monnaie fondante. L'expérience a bien marché parce que la commune, elle a réussi à se préserver en fait de la crise économique qui touchait l'Europe. Et ça a tellement bien marché que les autorités ensuite leur ont mis des bâtons dans les roues et cette monnaie a été interdite parce que la banque centrale autrichienne craignait pour son monopole dans la création monétaire. Donc certains y verront des craintes du coup qu'on mette des bâtons dans les roues de projets comme ça, sauf que c'était pas une crypto-monnaie à l'époque et c'est beaucoup plus difficile de mettre des bâtons dans les roues à une crypto-monnaie qu'à cette monnaie qui avait été expérimentée. Et personnellement, moi je trouve ça très positif qu'une monnaie juste expérimentée dans une petite ville en pleine crise économique mondiale ait réussi, alors qu'en plus c'était une première, à faire suffisamment peur et à remettre suffisamment en cause le système pour qu'elle soit interdite. Ça a duré combien de temps ? C'était sur une année, je sais même pas si ça doit se compter en mois la mise en place de l'expérience. Mais je vous recommande le documentaire, enfin le téléfilm plutôt, parce que c'est quand même assez il y a de la fiction quand même dedans. Et donc, celui quand même qui nous a amené la June telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est Stéphane Laborde, en tout cas pour le côté théorique, qui a donc rédigé la théorie relative de la monnaie publiée en 2011 et ça a été ce livre il était dans la suite de la crise des subprimes donc c'est aussi ça qui l'a inspiré.
Et alors maintenant, je vais laisser la parole à quelqu'un qui va parler dans une vidéo. Si vous avez déjà vu, c'est une vidéo c'est une interview de Benoît Lavenier. Donc Benoît Lavenier qui est un des fondateurs de la June, un ingénieur, du groupuscule qui au départ a fondé la June. Et moi, c'est la vidéo qui m'a donné envie d'adhérer à la monnaie libre. Voilà, parce que je trouve qu'il est très crédible. Et il a le mérite d'avoir à la fois la casquette technique parce qu'il est ingénieur et il sait comment fonctionne la crypto-monnaie, etc. Et en même temps, c'est un très beau porte-parole du projet humaniste de la June. Donc si vous avez déjà vu la vidéo, je ne me vexerai pas que vous préfériez faire une pause. Mais moi, je l'ai vue au moins 4 fois et à chaque fois que je la vois, je comprends mieux. Donc vraiment, voilà. Bon visionnage et ensuite, on passera à des questions-réponses.